Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Première évaluation de Standard & Poor's sur le Togo. L'agence de notation a crédité le pays de la note B avec perspective stable. Le secteur agricole recule en Afrique du Sud au premier trimestre 2019. Il s'est contracté de 13,2%. Enfin, le Kenya entend booster son commerce laitier grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. Pour la première fois de l'histoire, le Togo a obtenu sa première notation souveraine établie par l'agence internationale Standard & Poor's. Après évaluation, le pays a été crédité de la note B avec perspective stable pour ses émissions souveraines à long et à court terme en devises étrangères et aussi en monnaie locale. L'économie togolaise dispose de fondamentaux macroéconomiques solides malgré quelques facteurs de vulnérabilité. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite par l'agence internationale Standard & Poor's dans le cadre de sa première notation souveraine sur le pays. Standard & Poor's crédite le Togo de la note B avec perspective stable pour ses émissions souveraines à long et à court terme en devises étrangères et en monnaie locale. Selon l'agence, qui prévoit une croissance moyenne du PIB réel d'environ 5% entre 2019 et 2022, l'économie togolaise surfe sur de bonnes perspectives en raison notamment des investissements réalisés par le gouvernement à travers le Plan national de développement. À en croire Standard & Poor's, l'activité économique togolaise va bénéficier de la récente modernisation d'infrastructures clés, notamment l'achèvement de vastes travaux au port de Lomé, qui est actuellement le seul port en eau profonde d'Afrique de l'Ouest, et l'ouverture du nouveau terminal de l'aéroport Gnassingbé et Yadema. Standard & Poor's souligne également les efforts des autorités togolaises visant à améliorer l'environnement des affaires. L'agence de notation émet par ailleurs quelques craintes sur les perspectives d'évolution de l'économie togolaise qui sont limitées par les risques sociopolitiques, le faible revenu par habitant du Togo, ses besoins extérieurs et budgétaires importants et ses antécédents d'endettement en augmentation rapide. Autant de points qui, s'ils étaient améliorés, amèneront Standard & Poor's à relever ses notes. Ces notes pourraient aussi être dégradées en cas de ralentissement des réformes économiques, notamment la réforme fiscale. Au premier trimestre 2019, l'économie du secteur agricole s'est contractée de 13,2% en Afrique du Sud. Selon le service statistique national sud-africain, ce repli enregistré au niveau de l'agriculture a fait baisser la croissance du PIB global du pays de 0,3%. Il s'explique essentiellement par le recul de la récolte des grandes cultures comme les céréales et les légumineuses d'une part et de la production horticole d'autre part. Précisément, les volumes de maïs, soja et graines de tournesol devraient baisser respectivement de 13%, 16% et 23% cette saison. Mais il faut préciser qu'en dépit de cette mauvaise santé, le secteur agricole a enregistré un excédent de 660 millions de dollars durant le premier trimestre 2019, soit 11% de plus qu'en 2018. Et puis la production de café devrait chuter cette année en Tanzanie. On croit le dernier rapport du département américain de l'agriculture, le volume récolté va se chiffrer à 1,25 million de sacs contre 1,3 million l'an dernier. À l'origine de cette légère baisse se trouvent les mauvaises conditions météorologiques qui règnent dans les régions de production situées dans le nord du pays, sans oublier les différents problèmes inhérents à la filière. Il s'agit entre autres des mauvaises pratiques agricoles,
de l'usage inefficace des engrais et de l'intérêt décroissant des producteurs pour la fève en raison notamment de la volatilité des prix et de l'accès limité au crédit. Notons que le café génère indirectement des revenus pour 60 à 70% de la population tanzanienne. Sa culture occupe 400 000 petits producteurs qui fournissent 90% de la récolte totale. Comment développer les exportations de produits laitiers grâce à la zone de libre-échange continentale africaine? La question préoccupe les autorités kenyanes. Ces dernières entendent profiter du marché commun africain pour donc écouler les produits laitiers kenyans vers l'Afrique de l'Ouest notamment. Le Kenya entend profiter pleinement de la zone de libre-échange continentale africaine pour développer ses exportations de produits laitiers. Parmi les zones ciblées figure en bonne place l'Afrique de l'Ouest. Cette région importe en effet majoritairement ses produits laitiers et on estime que moins de 10% des produits laitiers échangés en Afrique proviennent des pays du continent. Aussi, les achats de lait écrémé et de lait en poudre devraient croître de 3% par an pour dépasser 300 000 tonnes d'ici 2025, d'après les prévisions de la FAO-OCDE sur la période 2016-2025. Par ailleurs, certains pays de la sous-région comme le Libéria et le Nigeria ont déjà exprimé leur intérêt pour des produits laitiers kenyans de longue conservation. Pour l'heure, le Kenya travaille à relever les défis de taille que l'ASLECA pose à sa filière laitière. Il s'agit entre autres de la baisse des coûts de production de 25 shillings par litre à 15 shillings par litre afin d'être compétitive sur le marché continental concurrentiel. Premier consommateur africain de lait avec 120 litres par habitant par an, le Kenya se positionne au-dessus de la consommation moyenne continentale estimée à 37 litres et celle mondiale qui est de 104 litres. Nous allons rester au Kenya, cette fois-ci pour nous intéresser au produit intérieur brut du pays. Un produit intérieur brut qui pourrait atteindre cette année 6,3%. On en parle avec Kazmik Pédio dans un instant. Bonjour et bienvenue à vous, Kazmik Pédio. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui justifie le taux de croissance de 6,3% attribué au Kenya cette année? Merci Inès, il faut dire que c'est l'envie du gouvernement de faire mieux donc, par rapport aux années précédentes et c'est aussi l'envie donc, du gouvernement de voir donc, d'autres opportunités telles que déjà la zone de libre-échange qui donc motive le gouvernement tout entier mais principalement son dirigeant Uhuru Kenyatta donc, à aller vers un taux de croissance de 6,3% contre 6,1% comme l'avait prévu donc les instances statistiques du pays. En effet, il faut le dire, le Kenya aujourd'hui découvre d'autres potentiels en ce qui concerne donc la création de nouvelles villes, par exemple des villes donc 2.0 comme ils se plaisent à le dire, mais aussi développer le potentiel agricole au niveau du pays et surtout transformer l'agriculture pour pouvoir l'exporter hors du territoire, aujourd'hui sonne désormais comme un défi majeur pour le gouvernement. Et à cet effet, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui frappent à la porte de ce pays. D'ailleurs, la Banque mondiale et le FMI parlent d'une hausse des investissements au niveau de ce pays pour pouvoir donc transformer de façon structurelle l'économie de ce pays-là. Une chose est de se fixer un taux de croissance, l'autre est de pouvoir l'atteindre. Est-ce que le pays dispose réellement des armes qu'il faut pour y parvenir? Oui, Inès, 4 leviers ont été donc identifiés par le gouvernement. Il s'agit donc de l'industrie manufacturière qui aujourd'hui va connaître une croissance au niveau du pays. Deuxième donc manivelle pour pouvoir atteindre ce taux de croissance, c'est l'agriculture qui est et reste et demeure donc le potentiel pouvant permettre à l'industrie manufacturière de mieux se porter. L'agriculture aujourd'hui offrira au Kenya, à l'industrie kenyane, donc la matière première pouvant donc lui permettre de pouvoir atteindre une transformation structurelle de l'économie.
troisième donc levier, c'est la santé. Donc le volet social aujourd'hui sonne comme un défi au niveau du gouvernement. Et le quatrième pilier pouvant permettre donc au Kenya d'atteindre un taux de croissance de 6,3%, c'est l'accès au logement, donc l'immobilier qui aujourd'hui est en train de connaître un boom au niveau du pays. En effet, les grandes villes du pays sont en train donc d'être prises d'assaut par les investisseurs étrangers pour la construction non seulement donc de logements sociaux, mais aussi des centres d'accueil et aussi des hôtels pouvant permettre davantage au Kenya d'accroître son potentiel d'accueil en ce qui concerne donc les grandes destinations, en ce qui concerne les voyages, en ce qui concerne donc le tourisme. Au demeurant, il faut dire que le Kenya a compris aujourd'hui que développer son économie à partir donc des investissements directs étrangers, ça va être nécessaire et a pris donc le taureau par les cornes en faisant venir beaucoup d'investisseurs sur son sol, profitant donc de l'expérience de son voisin direct qu'est le Kenya, qu'est donc l'Éthiopie. Voilà, le Kenya est en train donc de multiplier les chances au niveau donc de sa destination. En tout cas, c'est pas la Chine qui dira le contraire, parce que déjà le président Kenya, au détour donc d'une visite d'affaires au niveau donc de la capitale chinoise le 26 avril dernier, a profité pour signer beaucoup d'accords au niveau donc des entreprises chinoises pour transformer structurellement son économie. On peut déjà citer des secteurs comme l'énergie, mais aussi la technologie de l'information et de la communication, notamment l'accord signé avec le géant chinois Huawei pour donc construire au niveau donc de la ville, la deuxième ville, voilà, en termes de technologie d'information et de la communication Konza, donc la ville Konza, qui pourra bénéficier d'un data center pouvant permettre aujourd'hui au Kenya de disposer d'un centre pouvant permettre à cette ville aussi d'offrir un mieux-être en ce qui concerne le développement des télécommunications. En dehors de la Chine, Kazmik Pedior, d'où proviennent les investisseurs ? Les investisseurs viennent aussi des États-Unis, mais aussi de la France, qui donc est la troisième ville, enfin pays aujourd'hui, qui offre beaucoup plus donc d'opportunités au Kenya de mieux se développer. En tout cas, beaucoup donc de partenaires croient aujourd'hui à cette région de l'Afrique. Je veux parler de l'Afrique de l'Est, qui aujourd'hui offre non seulement des sécurités en termes donc d'alternance au pouvoir, en termes donc de politique, mais aussi en termes d'investissement et surtout en termes de solvabilité des créances à eux octroyées, ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de pays pourront d'ici les 5-10 prochaines années s'intéresser à cette partie de l'Afrique pour mieux investir leurs capitaux. Merci beaucoup Kazmik Pedior, merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouve mercredi pour la prochaine édition du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez donc toute l'équipe demain à la même heure.